Salut une autre fois mes élèves. Donc dans cette séquence-là, on va étudier la fécondation qui représente le deuxième phénomène marquant de la reproduction sexuée chez les êtres vivants. Donc on a déterminé les organes responsables de la production des gamètes. Maintenant on va passer à la fécondation, c'est-à-dire où se déroule cette fécondation et comment se déroule cette fécondation. On va commencer tout d'abord par déterminer le lieu de la fécondation. Comme vous savez dorénavant qu'au moment de l'ovulation, l'ovule est expulsé vers le pavillon. Donc, on sait aussi que l'ovule ne possède pas de moyens de locomotion pour se déplacer. Mais le pavillon et les trompes de Fallope sont tapissés par des cils qui sont en perpétuel mouvement. Donc ces cils, le mouvement de ces cils, il va permettre de déplacer lentement cet ovule. La libération des spermatozoïdes se fait au niveau du vagin. Donc ces spermatozoïdes vont migrer depuis le vagin jusqu'à ce qu'ils arrivent à la partie supérieure des trompes de Fallope, où ils vont rencontrer l'ovule et il y a déroulement de la fécondation de la même façon de celle qu'on a observée chez les animaux. Donc les mêmes étapes se répètent. Donc après fécondation, il y a formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf, elle va commencer à subir des divisions en 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules et ainsi de suite. Donc au moment de se diviser, les cils que j'ai signalé, le mouvement des cils qui tapissent les trompes de Fallope vont faire déplacer cet ovule pour qu'il descende vers l'utérus. Lorsqu'il arrive à l'utérus, il sera formé par un de cellules qu'on appelle le morula. Ce morula va se fixer dans l'endomètre, le 7e jour, il va se fixer dans l'endomètre où on appelle ce phénomène l'anidation. Donc la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes pour le déroulement de la fécondation se fait au niveau de la partie supérieure des trompes de Fallope. Après, la cellule œuf va migrer de la trompe pour descendre dans l'utérus. Au cours de son voyage, elle subit des divisions successives, comme j'ai signalé, stade à 2 cellules, puis 4 cellules, puis 6 cellules, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y a formation d'un amas de cellules qu'on appelle le morula, ou bien une masse de cellules appelée morula. Le morula va s'implanter ou bien va se fixer dans la muqueuse utérine ou bien dans l'endomètre. C'est l'anidation qui marque le début de la grossesse. Donc la fécondation chez les humains, on a déjà signalé qu'elle est interne. Elle se déroule dans la trompe, dans la partie supérieure, le 1/3 supérieur de la trompe de Fallope. La cellule œuf résultante subit une série de divisions au cours de sa migration vers l'utérus, où il va s'enraciner dans sa paroi interne, marquant le commencement ou bien le début de la grossesse. Maintenant, on va faire connaissance des étapes de la grossesse chez la femme. Donc, c'est général, on les subdivise en 2 stades ou bien en 2 phases. La phase embryonnaire, qui commence depuis la fécondation jusqu'à la fin du 2e mois. C'est pendant cette période-là où il y a apparition et formation, c'est-à-dire individualisation des cellules et formation des organes. Se termine par l'apparition ou bien la formation de tous les organes. Puis commence le 2e stade ou la 2e phase, c'est la phase fœtale, pendant laquelle il y a développement de ces organes, début de fonctionnement de plusieurs organes. Donc il s'étale depuis le 3e mois jusqu'à la fin de la grossesse. Donc période embryonnaire, elle dure les 2 premiers mois pendant lesquels les organes de l'embryon s'individualisent et acquièrent l'apparence humaine. La période fœtale, elle s'étend du 3e mois jusqu'à 9e mois. Au cours de cette période, les organes du fœtus vont se développer, se compléter et s'ajuster pour commencer leur fonctionnement. Durant ces 2 périodes, c'est-à-dire la période embryonnaire et la période
fœtale, l'embryon ou bien le fœtus, se développe dans l'amnios. L'amnios, c'est une sorte de bulle remplie de liquide amniotique. C'est l'amnios. Elle se compose d'enveloppes amniotiques et d'un liquide amniotique. En plus de sac amniotique ou bien de l'amnios dans lequel se développe le bébé, se développe l'embryon et le fœtus, cet embryon-là, il est lié avec une structure qu'on appelle le placenta enraciné dans la muqueuse utérine avec un cordon ombilical. Donc on va mettre en évidence le rôle de ce placenta. Et pour mettre en évidence le rôle de ce placenta-là, on va déterminer sa structure. Donc le placenta, une coupe longitudinale dans le placenta, elle nous permet de voir qu'elle est constituée que c'est une cavité constituée par plusieurs lacunes. Dans ces lacunes-là, il débouche les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans la muqueuse utérine, donc dans la paroi de l'utérus. Ces vaisseaux sanguins sont d'origine maternelle. Dans ces lacunes, il y a des villosités. À l'intérieur de ces villosités, il y a des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins sont en relation avec les vaisseaux sanguins qu'on trouve dans le cordon ombilical et qui sont en relation avec l'appareil circulatoire de l'embryon et de fœtus après. Donc, cette structure-là permet d'effectuer des échanges entre le sang maternel et le sang fœtal au niveau des lacunes, sans qu'il y ait mélange entre ces deux sangs-là. Donc, dans ce paragraphe résumé, ce paragraphe résume ce que je viens d'expliquer. Ce schéma-là, elle montre les échanges qui se font entre le sang de la maman et le sang de l'embryon et des fœtus à travers le placenta. Donc, la fin de la grossesse vers la fin du 9e mois, on passe à l'accouchement. Donc, l'accouchement se déroule en plusieurs étapes. On peut les résumer en 4 étapes principales. Donc, dès la fin du 7e mois, le fœtus prend la position de l'accouchement, c'est-à-dire tête dirigée vers le bas. Au début, il se trouve, durant tous les mois de la grossesse, elle se trouve dans la partie abdominale. Vers la fin de la grossesse, elle passe dans la partie, elle descend au bassin. Elle commence à appuyer de sa tête sur le col de l'utérus. Ce dernier commence à se dilater. Donc, on passe à la dilatation de l'utérus. Donc, elle commence à se dilater pour permettre au fœtus de traverser le vagin et passer à l'extérieur. Donc, lorsque le fœtus appuie de sa tête contre le col de l'utérus, il y a déchirure de l'amnios, c'est-à-dire déchirure qu'on appelle la poche des os, et libération du liquide amniotique, qui permet, on passe au 3e stade, c'est l'expulsion de l'enfant. Donc, ce liquide amniotique, elle aide le glissement du fœtus, donc elle fait sortir sa tête la première et après passage des autres parties du corps. Donc la tête du fœtus est encore mou parce que les os du crâne ne sont pas encore soudés, donc ce qui facilite le passage de cette tête à travers le vagin. Et puis on passe à la dernière étape, c'est l'étape de la délivrance, c'est l'étape de détachement du placenta et son expulsion vers l'extérieur. Donc ce paragraphe résume ces étapes-là. Maintenant, après la naissance du nourrisson ou bien du nouveau-né, donc sa maman va le nourrir. Donc, soit en utilisant, elle va le nourrir au sein ou bien au biberon. Donc, ici, je vous donne ce travail-là. Vous allez le faire. Vous allez écrire un texte argumentatif dans lequel vous donnez votre point de vue sur l'allaitement au sein et l'allaitement
au biberon et lequel est le meilleur pour le nouveau-né ou bien pour le nourrisson. Voilà, je donne mon point de vue avec argumentation sur le mode d'allaitement le plus simple pour le nourrisson. On passe au bilan. Donc, après la fécondation, il se suit les étapes de la grossesse, les deux phases embryonnaires et fœtale, qui est achevée par l'accouchement. Durant la période de la grossesse, le placenta assure les échanges nutritifs entre l'embryon, par la suite le fœtus et la mère. Après la naissance, le nourrisson reste dépendant à sa mère, à sa mère qui l'allait soit au sein, soit au biberon. Donc, vous voyez qu'une grossesse, ça prend 9 mois de la vie de la mère. Pendant ces 9 mois, c'est l'embryon et le fœtus ils sont nourris au dépend de, de la maman, du corps de la maman. C'est elle qui assure les échanges avec son fœtus, son embryon et son fœtus. Après la naissance, toujours la maman qui nourrit l'enfant par l'allaitement. Donc, vous voyez que ça prend du temps, c'est épuisant pour la maman. Donc, dans ce paragraphe-là, ou bien dans cette activité, on va faire connaissance des moyens de contraception qui permet à la maman de ne pas tomber enceinte une autre fois juste après la naissance de son enfant. Donc ça c'est un travail que je vous donne à réaliser sous forme d'une dissertation, c'est-à-dire une recherche documentée. Donc là, je réalise une recherche documentée sur les méthodes et les moyens de contraception et leur mode d'action. Et bonne chance.